الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce dimanche 9 mars. La libération des religieuses de Maaloula imminente. Les 13 sœurs orthodoxes avaient été enlevées par les djihadistes du Front Al-Nusra début décembre dans leur couvent de cette ville chrétienne au nord de Damas. Les ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire, Gebran Bassil défend le droit du Liban à la résistance et demande une redistribution équitable des réfugiés syriens dans la région. Première visite de Catherine Ashton à Téhéran, la question du programme nucléaire iranien au cœur des entretiens de la chef de la diplomatie de l'Union européenne avec le président Rouhani. Et à suivre également dans ce journal, toujours pas de traces de l'avion de Malaysia Airlines près de 48 heures après sa disparition. La piste terroriste n'est pas écartée, 4 passagers auraient embarqué à l'aide de faux papiers d'identité. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ebrahim, a confirmé les informations qui font état d'une libération imminente des sœurs de Maaloula, au nord de Damas. Le contact a été perdu depuis mercredi avec les 13 religieuses et 3 auxiliaires enlevés début décembre par les djihadistes du Front Al-Nusra. Selon les médias libanais, les sœurs se trouvent actuellement à El Sil, la localité frontalière dans la Bekaa. Les religieuses orthodoxes avaient été enlevées de leur couvent situé dans la ville chrétienne de Maaloula, conquise par les rebelles près de la région de Yabroud. Le Qatar est en train de servir de médiation. Dans cette libération, le chef des services de renseignement qatari, Saad El-Kbaïsi, est à Beyrouth ce dimanche. C'est également une médiation qatari qui avait permis la libération de pèlerins chiites libanais en octobre dernier, après 17 mois passés en captivité à Azaz, en Syrie. Le Liban a droit à la libération de ses territoires et à la résistance contre toute attaque israélienne par tous les moyens légitimes. Une déclaration signée Gebran Bassil depuis le Caire. Le chef de la diplomatie libanaise participe à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays arabes. Bassil a par ailleurs demandé une redistribution juste des réfugiés syriens au Liban entre les régions sûres de Syrie et les pays arabes. Il estime ainsi que la politique des portes ouvertes dans le traitement de ce dossier n'est plus possible car le Liban est saturé. Selon lui, la crise des réfugiés est devenue une cause existentielle pour le pays du Cèdre. Le Liban reçoit aujourd'hui 45% des réfugiés syriens alors que les institutions de l'État n'ont reçu pratiquement aucune aide internationale. Bassil a enfin appelé les pays arabes à aider le Liban à faire face au terrorisme à travers une politique ferme et une armée renforcée. Le patriarche maronite appelle les responsables libanais à dépasser leurs intérêts personnels et à œuvrer pour le bien général du pays. Selon Marb Shararahi, les points de divergence sur lesquels bute la commission de la rédaction de la déclaration ministérielle ne priment ni sur l'intérêt national, ni sur le pacte national, ni sur la Constitution. Dans son homélie dominicale, le chef de l'église maronite a par ailleurs assuré que le mémoire de Bkerké peut aider à résoudre les points conflictuels qui entravent l'élaboration de la déclaration ministérielle. D'après lui, l'enjeu principal du nouveau gouvernement est d'organiser l'élection présidentielle dans les délais prévus. Et puis à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Rahi a appelé à la ratification du projet de loi contre les violences domestiques. Dans l'actualité régionale de ce dimanche, Benyamin Netanyahou estime qu'un éventuel accord de paix avec les Palestiniens ne pourra pas être conclu avant au moins 1 an, et cela si tant est que les deux camps acceptent le cadre de négociation proposé par Washington pour maintenir les négociations en vie. De retour des États-Unis, le Premier ministre israélien a souligné que le document de travail de John Kerry peut être un moyen de faire avancer les pourparlers. Il a cependant précisé qu'il n'a pas encore vu cette feuille de route. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est attendu à son tour à Washington le 17 mars pour discuter du cadre de négociation proposé par le secrétaire d'État américain. John Kerry, qui espère conclure un accord de paix d'ici la fin du mois d'avril, après être parvenu à relancer les négociations l'été dernier, après une interruption de 3 ans. Catherine Ashton à Téhéran pour une visite de 2 jours axée sur les relations bilatérales et le programme nucléaire iranien. La chef de la diplomatie européenne a été reçue par le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Elle s'est ensuite entretenue avec le président Hassan Rouhani ainsi que les chefs du Parlement et de la diplomatie.
C'est la première fois en 6 ans qu'un haut représentant européen pour les affaires étrangères se rend à Téhéran. Les relations entre l'Iran et l'Occident se sont en effet réchauffées depuis la signature de l'accord de Genève en novembre dernier. Accord qui limite les activités nucléaires iraniennes en échange d'un allègement des sanctions internationales. Des pourparlers difficiles doivent reprendre dans 10 jours à Vienne. Objectif, aboutir à un accord définitif. Les dernières réunions ont été qualifiées de positives par les deux parties. 3 jours après avoir été arraisonné en mer Rouge par un commando israélien, un navire battant pavillon panaméen est arrivé sous bonne escorte dans le port d'Eilat, à l'extrême sud de l'État hébreu. Sa cargaison doit désormais être déchargée et inspectée. Le navire serait parti d'Iran avec à son bord des dizaines de roquettes de fabrication syrienne. Des armes qui, toujours selon Israël, auraient dû être déchargées à Port-Soudan, puis acheminées par voie terrestre vers la bande de Gaza, où elles étaient destinées à une organisation terroriste. L'Iran, qui dément toute implication, estime qu'Israël cherche à faire pression sur la communauté internationale pour maintenir les sanctions contre Téhéran dans le cadre de son programme nucléaire controversé. Dans un instant, nous vous en dirons plus sur un vrai trésor napoléonien enfermé dans un coffre depuis plus d'un siècle. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا ومواكبة لعملية إطلاق سراح راهبات معلولة. ننتقل مباشرة إلى منطقة المصنع حيث يتواجد الصحفيون وحيث من المفترض أن يتم مرور الموكب من هناك. ومعنا من منطقة المصنع مراسلتنا ناهد يوسف. ناهد يعطيك العافية، إذا ما هي آخر التطورات وما هو الجديد في عملية إطلاق سراح الراهبات؟ نعم هنادي، هناك معلومات متضاربة حول هذا الموضوع. هناك من يقول أن هناك عدة روايات، إحدى الروايات تقول أن الراهبات سلمنا إلى وفد قطري داخل الأراضي السورية ليقوم هذا الوفد بنقلهن إلى الأراضي اللبنانية. لم تعرف إلى أي منطقة بعد، ربما عرسال، ربما منطقة أخرى، لم نعرف أي منطقة بدقة. هناك رواية أخرى تقول أن الراهبات وصلنا إلى منطقة عرسال وأن اللواء عباس إبراهيم انتقل ومعه وفد قطري إلى المنطقة ليتسلمهن. لا نعرف حتى الآن ما صحة هذه المعلومات. منذ قليل مر موكب باتجاه نقطة المصنع، قيل أفدنا بأنه ربما موكب اللواء عباس إبراهيم، هو بأنه هو عند نقطة المصنع عند مركز الأمن العام ينتظر وصول الراهبات، وهناك حافلتين لتقوم بنقل الراهبات إلى الأراضي السورية. هذا كل شيء حتى الساعة هنادي، نحن لازلنا بانتظار وصولهن. ليس هناك من معلومات مؤكدة حتى الساعة، هناك عدة روايات كما قلت. في الدقائق القليلة المقبلة ربما سنتأكد من صحتها. يعني ناهد، هناك فقط معلومات متضاربة عن أين هم الآن وإلى أين سيتوجهون ومن سيتسلم الراهبات، لأن ليس من أي معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع. لا هنادي، هناك شبه تأكيد بأنه أطلق سراحهن، ولكن لا نعرف حتى الساعة. ربما ما زلنا داخل الأراضي السورية بانتظار نقلهن إلى الحدود اللبنانية. هذه أول رواية. أما الرواية الثانية تقول فإنهن وصلنا إلى عرسال. لا نعرف حتى الساعة ما هي المعلومات. هناك معلومات تقول أن اللواء عباس إبراهيم في المصنع، وهناك معلومات أخرى تقول أنه لا يزال في عرسال لاستلام الراهبات. لا زلنا حتى الساعة لا نعرف ما هي صحة هذه المعلومات. طيب، حيث تتواجدين هل تتواجد وفود أمنية أو سياسية أو أهل لاستقبال راهبات، واللي يعني هناك تضارب في المعلومات حول ما إذا كانوا سيصلون إلى حيث تتواجدين؟ نحن حيث نتواجد هناك تواجد كثيف لوسائل الإعلام، ليس من حضور للأهالي، ولكن علمنا أن وفدا موجودا عند نقطة المصنع كلف من قبل البطريرك اليازجي من أجل استقبال الراهبات. هذه معلومات أيضا غير مؤكدة، ولكن هذا ما قيل لنا بأن وفدا من قبل البطريرك اليازجي موجود عند نقطة المصنع لاستلام الراهبات. غير ذلك حتى ليس هناك أي إجراءات أمنية مكثفة عند هذه النقطة. نحن كنا في نشرات سابقة عند نقطة المصنع تحديدا عند الأمن العام، لم يكن هناك أي إجراءات أمنية. بعدها طلب منا الانتقال إلى منطقة أخرى. ربما هذا دليل على أن الراهبات سيعبرن فعلا من عند نقطة المصنع.
شكرا لك ناهد يوسف حتى الآن، وطبعا سنعود إليك فور ورود أي معلومات أو تطورات جديدة في ملف إطلاق راهبات معلولة. إذن هناك تضارب في المعلومات، هل هن سلمنا إلى وفد قطري داخل الأراضي السورية أم وصلنا إلى عرسال واللواء عباس إبراهيم مع وفد قطري قد قام بتسلمهن؟ طبعا سنكون معكم لموافاتكم بكل جديد حول هذا الموضوع، فابقوا معنا. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, évidemment, place à l'actualité. Nous étions en train de faire le point avec notre correspondante à la frontière libano-syrienne sur la situation des 13 religieuses de Maaloula. Leur libération serait imminente, mais la situation reste quelque peu floue pour l'instant. Maintenant, près de 48 heures après avoir disparu des écrans de contrôle, l'avion de Malaysia Airlines est toujours introuvable. Que s'est-il passé à bord du Boeing 777 qui a décollé vendredi de Kuala Lumpur pour Pékin? Les recherches pour retrouver l'appareil et ses 239 occupants se multiplient. Au total, une quarantaine de navires et 22 appareils de divers pays participent désormais aux opérations. Des navires sont arrivés sur les lieux de 2 traînées de carburant de plusieurs kilomètres de long en mer de Chine du Sud, mais n'ont pas trouvé trace du Boeing. L'avion aurait perdu le contact avec le contrôle aérien entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam. Mais les autorités malaisiennes ont étendu leur zone de recherche à l'ouest du pays, face à l'île indonésienne de Sumatra. La Malaisie n'écarte pas la thèse terroriste et examine la possibilité que l'avion ait fait demi-tour. En effet, 2 voire même 4 personnes qui étaient à bord de l'appareil sont dans le collimateur des enquêteurs, et ce, après la découverte de l'utilisation de 2 passeports volés, l'un autrichien, l'autre italien. Pour les familles des 237 passagers et 12 membres d'équipage, l'attente est interminable. Les États-Unis avertissent Moscou que toute tentative d'annexation de la Crimée fermerait la porte à la diplomatie. Barack Obama a appelé plusieurs leaders européens à ce sujet. Il s'est aussi entretenu avec les chefs d'État des 3 pays baltes, rappelant l'engagement américain d'assurer leur sécurité. John Kerry et Sergei Lavrov se sont de nouveau entretenus par téléphone. Moscou menace de suspendre le droit des Occidentaux d'inspecter l'arsenal nucléaire russe prévu par l'accord START signé en 2010 par les 2 pays. Pour le 3e jour consécutif, les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont été bloqués au point de passage pour entrer en Crimée par des hommes armés en treillis. Cette fois, ils ont même essuyé des tirs de sommation. Par ailleurs, les troupes russes ont pris le contrôle d'un nouveau poste des gardes frontières ukrainiens dans l'ouest de Crimée, enfermant une trentaine d'entre eux à l'intérieur. Conservés depuis presque 2 siècles dans un coffre, les derniers objets personnels de Napoléon vont être vendus aux enchères par la maison Osna. Chemises, manches, bandelettes, c'est un véritable trésor enfermé dans un coffre depuis plus d'1 siècle. À l'intérieur, quelques-uns des plus précieux objets personnels de l'empereur vaincu. Ces souvenirs de sa captivité sur l'île de Sainte-Hélène et de sa mort ont été ramenés par Achille Archambault. Entré au service de Napoléon pour s'occuper de ses chevaux, il l'accompagne en exil et devient son valet. L'eau phare de la vente, une chemise en batiste portée par l'empereur le 4 mai 1821, à la veille de sa mort. Elle porte le célèbre N de Napoléon. Une mèche de cheveux coupée le 5 mai 1821, le jour de sa mort, est également proposée à la vente, prévue le 23 mars à Fontainebleau. Avec cette mèche, pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire et la mort de Napoléon, on peut savoir effectivement s'il y avait de l'arsenic ou pas dans les cheveux de l'empereur au moment de sa mort. Personnellement, je suis convaincu qu'il est mort de mort naturelle, d'un cancer de l'estomac comme son père, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'il a été empoisonné avec cette mèche-là. On peut savoir d'abord son ADN avec certitude, la première fois, et la deuxième chose, on peut savoir s'il y a de l'arsenic. Nous avons déjà vendu des chemises qui se sont vendues entre 30 000 et 70 000 euros. Celle-ci, nous l'avons estimée autour de 40 000 euros. Mais quel est le prix de cette chemise? On ne peut pas le savoir. Parce que le prix du souvenir historique, c'est l'émotion qui peut être portée. Et une chemise comme celle-ci, c'est pas une chemise comme les autres. Napoléon a eu beaucoup de chemises, comme tout le monde dans sa vie. Mais celle-là, la chemise dans laquelle il meurt à Sainte-Hélène, où il prononce ses derniers mots, c'est une chemise qui est chargée et dont l'estimation on ne peut pas savoir exactement le prix qu'elle obtiendra. Vous avez ici les traces de sudation. Napoléon était très malade. Elle porte encore toutes ces traces de sueur. Et puis vous avez
ce petit N napoléonien. Dans le souvenir historique, c'est très particulier, parce que là, on est lié à un personnage qui a toujours fasciné le monde entier. D'ailleurs, même parfois, ces geôliers, les Anglais, ont une réelle fascination pour le personnage. Alors, en effet, ce sont des objets qui touchent les derniers jours, les dernières heures de sa vie, mais je crois qu'il faut y voir plutôt dans ces objets-là le souvenir historique, et pas forcément la relique mortuaire, mais il faut y voir le souvenir historique d'un personnage qui a marqué le monde entier. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La libération des religieuses de Maaloula imminente. Les 13 sœurs orthodoxes avaient été enlevées par les djihadistes du Front al-Nosra début décembre dans leur couvent de cette ville chrétienne au nord de Damas. Les ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire, Gebran Bassil défend le droit du Liban à la résistance et demande une redistribution équitable des réfugiés syriens à travers la région. Première visite de Catherine Ashton à Téhéran, la question du programme nucléaire iranien au cœur des entretiens de la chef de la diplomatie de l'Union européenne avec le président Rouhani. Et puis, toujours pas de traces de l'avion de Malaysia Airlines. Près de 48 heures après sa disparition, la piste terroriste n'est pas écartée. 4 passagers auraient été embarqués à l'aide de faux papiers d'identité. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain, 16h40 heure de Beyrouth, pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.